Troisième vidéo sur le premier extrait de La Princesse de Clèves. Ça commence à faire beaucoup, il faut qu'on accélère. Et donc, dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de vous montrer, de vous faire comprendre que Mademoiselle de Chartres arrivait un petit peu tel l'élément perturbateur. Ça nous fait penser à ce qu'on a fait en début de collège dans les contes de fées. Quand on a « il parut alors une beauté à la cour », c'est quasiment l'élément perturbateur de « il était une fois une belle nanana nanana », quand soudain arriva le prince tatati tatata. C'est quasiment l'élément perturbateur. Bien. Et donc, cette jeune fille particulièrement belle, issue d'une famille prestigieuse et qui a eu une éducation vertueuse faite par sa maman, arrive dans cette cour du roi de France, dans cette cour d'Henri II, et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette cour assez rusée, cette cour maligne. Et si vous avez été attentive et attentif, vous avez vu et vous vous souvenez que dans les pages du début de cette première partie, il était fait mention de très nombreux mariages. Vous savez que une des façons de jouer sur la diplomatie à l'époque entre les pays, c'est notamment de faire des unions, de se marier. C'est pour ça que vous retrouvez la mention de Marie Stuart en Écosse, de l'infante d'Espagne, parce que par des unions, par des mariages, on peut arriver à éviter des guerres, on peut arriver à unir ses forces, à unir des fortunes, des choses de ce genre. Et ça, on en parle dans le début de cette première partie. Donc c'est pour ça que cette princesse de Clèves, qui n'est pas encore la princesse de Clèves, pardon pour le lapsus, cette mademoiselle de Chartres, sa maman a particulièrement insisté sur cette éducation morale, cette éducation à la vertu, pour la mettre en garde. Si je dis les choses clairement, elle va mettre les pieds à la cour de France. Dans cette cour, un certain nombre d'hommes ne s'intéresseront à elle que pour sa fortune, d'accord, ou que pour la séduire, la posséder et ensuite, après, l'abandonner, ou alors pour unir leur clan familial à son clan familial pour avoir davantage de pouvoir. D'où les mises en garde éducatives de Madame de Chartres. Et c'est là où il faut que vous ayez en tête le cours sur le classicisme que vous avez vu en seconde. Si vous ne l'avez pas vu en seconde, il est urgent de se replonger dessus. La devise la plus connue du classicisme, c'est placere et docere en latin, plaire et instruire. Et en fait, Madame de Chartres, en 1550, applique une pédagogie, plaire et instruire, qui sera celle du classicisme 120 ans plus tard. C'est-à-dire que, en fait, Madame de Lafayette décalque un modèle d'éducation de son époque à elle sur un personnage romanesque d'une époque antérieure. J'espère que vous me suivez. L'éducation donnée par Madame de Chartres à Mademoiselle de Chartres, c'est un modèle d'éducation qui correspond à l'éducation morale de l'époque de Madame de Lafayette, donc à l'époque du classicisme. Plaire et instruire, placere et docere. Madame de Chartres instruit sa fille pour faire d'elle un modèle de vertu. Et d'ailleurs, le terme revient à de nombreuses reprises. C'est une éducation morale, c'est une éducation, même si la religion n'est pas mentionnée dans notre passage, elle est là en filigrane, elle est là par en dessous, d'accord ? Il ne s'agit surtout pas d'avoir un comportement immoral, il faut avoir un comportement irréprochable. Bien. Alors, par exemple, elle nous dit « Et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme
Il faut être honnête, mais l'honnêteté ici, c'est pas je suis honnête parce que je ne vole rien, c'est une honnêteté morale, c'est une honnêteté par rapport aux hommes. Quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance, mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. En gros, si je schématise, le modèle d'éducation que donne Madame de Chartres à sa fille, c'est tu ne connaîtras qu'un seul homme dans ta vie, ton mari, tu lui seras fidèle, il est hors de question d'avoir des amants à un moment ou à un autre, il est hors de question même de presque de parler à un autre homme en dehors de ton mari, il est hors de question, voilà, de prêter le flanc à des critiques qui pourraient nuire à ta réputation morale. Il faut faire preuve d'une grande rigueur morale, d'une grande vertu, et cette vertu ici, elle est appliquée à l'amour. Voilà, d'accord? Donc tout le passage situé de la ligne 227 dans mon édition, la plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne jamais parler de galanterie jusqu'à la ligne 241, donc on a en gros 15 lignes, sont consacrées à comment se comporter avec les hommes, si je schématise. Et ça, c'est très très important parce que il faut le relier à ce qu'on a lu avant, à savoir toutes ces unions à la cour, toutes ces relations parfois adultères liées au fait de faire des mariages d'influence. Il n'est pas question de faire des mariages d'amour. Ce sont des mariages, par exemple, pour régler un conflit entre deux familles. Voilà. Donc, pour régler un conflit entre deux familles, voire deux pays, on va faire épouser deux héritiers, un peu comme on pourrait avoir, je pensais à Roméo et Juliette, mais c'est pas le bon exemple. Mais voilà, on a deux familles en conflit, hop, on fait s'épouser deux héritiers, ça fait plus qu'une famille, on ne se fait plus la guerre. Voilà. Bon, mais dans ce cas d'union, on peut être tenté d'aller voir ailleurs. Et ça, Madame de Chartres met vraiment les points sur les i, si je puis dire, auprès de sa fille. Bien. Et donc on passe à la ligne 242. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France, et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. C'est l'illustration de ce que je vous dis. Elle appartient à une famille très célèbre, très importante, très influente. Elle possède énormément de biens, elle est riche. Donc, on vous dit, elle fut dans une extrême jeunesse. En gros, elle a 14 ans, 14, 15 ans. On lui a déjà proposé plusieurs mariages. Vous voyez, on propose des mariages. Ce ne sont pas des mariages d'amour, il n'y a pas de séduction. C'est-à-dire qu'on propose un mariage. C'est-à-dire que la génération des parents se consulte. Donc, on a très certainement une mère qui va voir Madame de Chartres en lui disant « Nous savons que votre fille est en âge de se marier, mon fils est un parti intéressant, on vous propose qu'ils s'unissent. » Voilà un peu comment ça se passe, si je suis un petit peu caricatural. Bon, et donc on arrive, Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, donc ça veut dire fière, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, donc elle a 15 ans, la voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle et fut surpris de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat
que l'on n'avait jamais vu qu'à elle, tous ses traits étaient réguliers et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. En gros, ça ressemble à ça. Voilà, sur la couverture, ça ressemble à ça. Et donc, la fin de notre extrait revient sur le physique de manière un petit peu plus détaillée. Donc, on apprend son âge, elle est dans sa 16e année. On apprend qu'elle a la peau très pâle, mais c'est la norme à cette époque, hein, la peau extrêmement pâle. C'est ce qu'on retrouvera à peu près jusqu'au 19e siècle. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Vous savez, la pâleur n'est pas signe de maladie, mais bien au contraire, la pâleur est signe que on ne vit pas au grand air et surtout on n'est pas condamné à travailler de ses mains, travailler la terre dans une société qui est à l'époque à 95% rurale. Voilà. Donc elle est blonde, elle a la blancheur de son teint, lui donner un éclat que l'on n'avait jamais vu qu'à elle, donc de nouveau hyperbolique, de nouveau dithyrambique. Mais ce qui est très intéressant, je suis passé un petit peu vite dessus, c'est tout ce passage qui nous explique vraiment, il n'y a pas de suspense, on sait ce qu'on va lire par la suite, on se doute bien, nous ne sommes pas de lecteurs naïfs, on se doute bien qu'il va être question d'une union, qu'il va être une question de mariage. Pour l'instant, on a compris qu'elle s'appelait Mademoiselle de Chartres, or le titre de livre c'est Madame de Clèves, on imagine bien que Mademoiselle de Chartres va devenir Madame la princesse de Clèves et qu'elle va épouser un certain prince de Clèves. Et donc, voilà, les choses sont simples. Pour arriver à trouver un bon mari, il faut quitter sa campagne, il faut quitter le château de famille éloigné de la cour et il faut se rendre à Paris. C'est là qu'on voit du monde, si je puis dire, it's the place to be. C'est là que ça se passe. Voilà. C'est pas au fin fond de la Seine-et-Marne, vers Coulommiers, qu'elle va arriver à trouver un bon parti. Parce que les partis qu'on propose à la mère, pour l'instant, ça se contente de lettres qu'on lui envoie, de demandes écrites très formelles. Voilà, pour avoir, là aussi, si je puis dire, le haut du panier, il faut retourner à la cour. Alors la cour, attention, hein, elle n'est pas à Versailles. À l'époque de Madame de Lafayette, oui, elle est à Versailles, mais à l'époque d'Henri II, la cour, elle est au Louvre. Rappelez-vous, François Ier, lui, il a une cour itinérante. Vous connaissez tous les châteaux de la Loire, vous connaissez Chambord, château dans lequel d'ailleurs il n'a presque pas passé, il n'y est presque pas allé, mais la cour à Paris, elle est au Louvre. Hein. Donc, d'emblée, on sait que ça va parler de mariage. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, au moment où l'histoire se déroule, on ne peut pas faire un meilleur mariage qu'avec Mademoiselle de Chartres. Elle possède tout, la beauté, l'héritage, la famille noble, les biens, elle a tout pour être un des meilleurs mariages possibles pour une union à la cour. Voilà. Et quoi qu'elle fût dans une extrême jeunesse, on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. Donc on voit que Madame de Chartres a extrêmement conscience de la valeur de sa fille. Elle ne se précipite pas, elle prend son temps, elle tient à ce que sa fille fasse un bon mariage. Mais vous avez bien vu, le texte nous le dit, on ne lui demande pas son avis à Mademoiselle de Chartres. C'est Madame de Chartres, sa mère, qui décide pour elle. Voilà, dans la société de l'époque, ça se passe comme ça. Et le vidame, qui est l'oncle, qui la voit arriver, là aussi, va intervenir. On comprend bien qu'il va avoir un rôle là-dedans. Voilà, j'espère que ces 3 vidéos vous ont été utiles pour mieux cerner ce premier extrait de La Princesse de Clèves et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bon courage pour le travail en distanciel.